Bonjour tout le monde. Je suis Samuel Cueto, le directeur de l'Alliance française à Ottawa et coordinateur du réseau canadien des alliances françaises. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire. Donc, 10 astuces pour booster sa créativité pédagogique avec le téléphone portable. Euh, Ce webinaire donc a été initialement proposé dans le cadre d'un programme de formation préparé en coopération avec les 3 réseaux de la zone C, donc les États-Unis, le Canada et la Caraïbe anglophone. Nous avons eu le plaisir aussi d'avoir nos collègues du réseau mexicain qui nous ont rejoints par la suite. C'était un webinaire donc, qui avait été initialement prévu au mois de février et malheureusement annulé pour des raisons techniques. Donc, nous sommes très heureux de pouvoir le reproposer aujourd'hui et de l'avoir finalement ouvert au monde entier. Donc, je souhaite aussi la bienvenue à tous les participants et les participantes des autres réseaux du monde et en dehors également du réseau des alliances françaises. Donc un grand merci à Wilfried Merklen pour avoir pu comme ça proposer aussi rapidement une nouvelle date. Et je vous souhaite donc à toutes et tous un excellent webinaire. Wilfried, c'est à vous. Merci Samuel, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire animé par les éditions Didier Fleu. On est ensemble pendant une petite heure pour parler effectivement de 10 astuces pour développer sa créativité pédagogique avec un téléphone portable. J'essaierai au fur et à mesure de prendre les petites réactions qui viendront dans le chat, de vos questions également, donc n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Désolé d'avance si je ne peux pas prendre toutes les questions, mais j'essaierai d'être attentif. Alors, si vous êtes prêts, on peut commencer. Vous pouvez me signaler tout ça avec des émoticônes dans le chat. On va utiliser d'ailleurs pas mal les émoticônes aujourd'hui, vous allez voir. Alors, peut-être commencer avec un élément important avant de commencer ce webinaire sur le fait qu'on va parler du téléphone portable, un outil qui est très utilisé, on l'utilise tous les jours au quotidien, mais c'est un objet controversé en classe et il est souvent interdit dans les circuits du primaire et du secondaire, plus autorisé bien sûr à l'université. Et paradoxalement, c'est aussi un objet, comme vous le voyez sur la deuxième image, qui est un peu comme un doudou, un objet transitionnel qu'on garde dans notre poche, qu'on affectionne, qu'on caresse, qu'on effleure, qu'on habille parfois aussi, comme vous le voyez ici à l'écran. Donc c'est un objet un petit peu paradoxal avec lequel on va devoir un peu aussi composer en tant qu'enseignant pour l'aborder en classe. L'idée de ces 10 astuces qu'on va aborder ensemble, vous les voyez ici apparaître à l'écran, je vous les donne sans plus de surprise. On va travailler autour du téléphone portable sur 10 astuces que sont la compréhension avec les notions de classe inversée, notamment pour préparer les compréhensions orales, la production pour préparer ces productions et échanger entre apprenants, l'interaction pour notamment utiliser les réseaux sociaux, les chatbots, la médiation, dont la traduction, notamment avec les phrases emoji, on le verra tout à l'heure, la motivation, se confronter à des documents authentiques, progresser, la gamification ou la ludification pour jouer en ligne, l'évaluation et l'auto-évaluation pour faire des exercices de systématisation sur son téléphone, la différenciation pour s'adapter au rythme d'apprentissage de nos apprenants et puis donner du travail spécifique à certains, la communication pour travailler notamment les modes de communication, peut-être pourquoi pas la netiquette, on verra ce que c'est que la netiquette tout à l'heure, l'entraide, et puis bien sûr le droit à la déconnexion, travailler le téléphone avec le téléphone portable, c'est aussi apprendre à se déconnecter de temps en temps. Et puis la responsabilisation, beaucoup de mots en sion ici dans ce webinaire et d'astuces en sion. Responsabilisation, pourquoi ? Parce que vous savez qu'avec le cadre européen, on ne forme pas seulement des apprenants, mais aussi des acteurs sociaux. On parlera donc en guise d'ouverture de ce webinaire d'éthique, de l'utilisation du téléphone portable, mais aussi de l'intelligence artificielle avec ChatGPT par exemple. Donc, je vais parler de tous ces sujets-là. C'est des notions que je vais aborder dans le webinaire, un peu tous azimuts. Je ne vais pas les aborder forcément dans l'ordre, mais l'idée, c'est que vous puissiez être familiarisé avec ces différents éléments-là au fil de notre utilisation du téléphone portable en classe. Bien sûr, n'hésitez pas dans le chat aussi à partager vos propres expériences. L'intérêt de ces formations, c'est que c'est un peu une méga salle des profs, donc n'hésitez pas à partager entre vous vos bonnes pratiques avec le téléphone portable.
On commence avec peut-être quelques petites astuces autour des réseaux sociaux en classe. Il y a pléthore de réseaux sociaux, il y en a toujours de nouveaux, des réseaux sociaux qui chassent les uns les autres. Instagram est plutôt chassé par TikTok, qui est plus utilisé par les jeunes apprenants. J'imagine que vous avez déjà utilisé les réseaux sociaux en classe, ne serait-ce que pour communiquer avec vos apprenants. Alors, je vous propose ici un exercice. Vous voyez plusieurs images qui sont extraites des réels qu'on peut avoir sur TikTok ou des stories qu'on pourrait avoir sur Instagram. Qu'est-ce que vous feriez avec ça? Comment vous pourriez exploiter, à votre avis, ces ressources pédagogiques qui sont quelque part des documents authentiques qui peuvent être justement créés par des francophones ou des non-francophones qui parlent français et qui vont diffuser du contenu en langue française sur TikTok. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Par exemple, vous voyez ici à l'écran, il y a une recette de cuisine, une personne qui fait du yoga et puis une personne qui va nous expliquer peut-être ici un concept un peu plus scientifique, des choses qui n'ont pas forcément à voir avec l'apprentissage du français de prime abord, mais peut-être que vous avez ici des idées, des astuces pour utiliser ces différentes ressources. Évidemment, on a compris qu'un réseau social comme celui-ci, comme TikTok, ça peut servir de document authentique, dynamique, parce qu'on va pouvoir notamment écouter des recettes de cuisine avec un débit particulier, puisqu'on est ici face à un document authentique. On va pouvoir se confronter aussi à des recettes adaptées par des apprenants qui vont peut-être eux-mêmes pouvoir diffuser en langue française sur TikTok leurs propres recettes de cuisine. Donc ça peut être à la fois un outil de compréhension, mais aussi un outil de production que d'utiliser le réseau social. J'imagine que vous l'avez déjà fait. Utilisez aussi les réseaux sociaux pour découvrir peut-être des activités sportives, des activités de méditation par exemple. Ça peut être intéressant dans une classe aussi d'utiliser un réseau social comme celui-ci pour pouvoir créer des moments de déconnexion et aussi favoriser la concentration de nos apprenants, faire un moment de méditation en classe par exemple. Et puis le troisième exemple que je vous montre ici à l'écran, avec une utilisation plutôt scientifique, ça peut être intéressant aussi dans le cadre de vos cours où vous souhaitez mettre en place de l'interdisciplinaire. On a pléthore d'ouvrages sur des phénomènes scientifiques, mais les réseaux sociaux, ils ont un intérêt qu'ils nous apportent des notions qui vont être vulgarisées. Donc on va pouvoir, à travers ces vidéos, à travers ces réels, à travers ces stories aussi sur Instagram, on va pouvoir favoriser des éléments de vulgarisation accessibles à des apprenants de français langue étrangère. Donc, ça peut être des utilisations multiples ici que je vous propose de TikTok. On a aussi des outils comme WhatsApp. Avec WhatsApp, vous savez, on a tendance à utiliser un autre langage qui est le langage des émoticônes. On peut tout à fait utiliser les émoticônes pour favoriser la communication sur ses émotions, comme vous le voyez ici à l'écran, et travailler sur le lexique des émotions. Mais pourquoi pas aussi travailler la médiation et faire en sorte de créer de l'intercompréhension à partir de messages que l'on pourrait tout à fait traduire dans n'importe quelle langue, comme vous le voyez ici sur l'image de gauche. Salut, est-ce que tout va bien? Ça va? Oui, ok. On va ensemble à la plage? D'accord. Voilà, on pourrait tout à fait traduire ici des morceaux de phrases directement à partir d'émojis. C'est ce qu'on vous propose dans certaines de nos méthodes, dans certains de nos ouvrages aux éditions Didier. Ici, je vous montre un extrait d'Imagine 1, qui est un ouvrage pour les adolescents de 11 à 15 ans. Et vous voyez ici dans la page qui nous permet de travailler le lexique des animaux, on a un premier exercice qui permet de mémoriser justement les animaux. Et puis un deuxième exercice sur les verbes d'appréciation avec, dans l'exercice numéro 2, nous plus un cœur plus un lapin. Nous aimons les lapins. Donc, il nous permet à la fois de travailler dans cet exercice via le biais des émojis. On va travailler à la fois le vocabulaire de l'appréciation, le vocabulaire des animaux, mais aussi la syntaxe et la conjugaison. Vous n'aimez pas les perroquets, vous détestez les perroquets. Raphaël n'aime pas les tigres, etc. Delphine, 2 cœurs, tigre. Ou chat, c'est plutôt un chat d'ailleurs ici. Delphine adore les chats. Donc on va pouvoir utiliser aussi les émojis à travers ces applications, comme WhatsApp par exemple, pour créer de l'intercompréhension dans la classe, faire en sorte que les élèves s'envoient des phrases à traduire, ou vous pouvez vous-même créer vos propres phrases que les apprenants vont traduire directement, vous envoyer directement, par exemple, sur votre téléphone, si vous communiquez par WhatsApp avec vos apprenants ou via Signal ou autre outil de communication.
D'autres exemples, ici un extrait d'un article issu de Slate qui est repris dans notre méthode édito au niveau B2 avec l'emoji qui pleure de rire est devenu ringard. Vous savez que les emojis ont une vie aussi, ont une tendance, ont une mode. Donc ces emojis disparaissent progressivement. Et effectivement, l'emoji qui pleure de rire est de plus en plus remplacé par ha ha ha, où on met directement l'onomatopée directement dans le chat pour discuter. Donc ici, vous retrouvez aussi dans nos ouvrages des sensibilisations également à la communication en ligne. Notamment, vous voyez ici à l'écran encore une fois, des pages vocabulaire au niveau B2 sur la communication digitale, avec une petite caricature que vous voyez au centre de la page, simplification administrative, où on voit une queue de personnages qui attendent devant l'administration, et sur l'hygiaphone est indiqué « Allez sur Internet ». Toute une histoire, c'est vraiment du vécu. Des pages culture aussi dans la collection édito qui vous permettent de travailler aussi sur des questions en lien avec le téléphone portable. Ici, notamment, la question des nouveaux emojis, la naissance d'un emoji, l'emoji par exemple du génie qui a été créé plus récemment, ou des emojis plus inclusifs qui représentent des personnes en fauteuil roulant à mobilité réduite, ici qui ont été inscrits récemment aussi dans la bibliothèque des emojis. Et puis des emojis qui posent aussi la question de la culture. Vous savez qu'on peut aussi, à travers les emojis, aborder les questions de la diversité culturelle, avec notamment les couleurs des mains, les couleurs des visages qui sont représentées dans les emojis. Donc tous ces éléments-là sont des éléments culturels intéressants aussi à mettre en valeur lorsqu'on utilise le téléphone portable et notamment les emojis. Avec le téléphone portable, je sais que c'est ce que vous adorez faire aussi, me cachez pas la vérité. Je sais que vous êtes enseignant et que vous êtes sérieux, mais vous adorez aussi prendre des selfies. Ici, je vous donne un exemple du selfie qui est mis en évidence au niveau A2 d'édito. Souriez. Mon plus mauvais souvenir de vacances, c'est la photo souvenir, nous dit un des personnages ici. Alors, les selfies, c'est quelque chose qui peut être aussi une activité de classe assez fédérative. On le retrouve notamment dans Imagine. Vous voyez ici un personnage, une adolescente, une préadolescente qui se prend en photo avec un filtre chat. Ça peut être intéressant avec un public d'adolescents, mais pourquoi pas d'adultes aussi, de jouer avec les filtres. Ça peut être intéressant notamment pour plusieurs raisons, parce qu'on va pouvoir créer de la dynamique humoristique en classe, bien évidemment. On va rigoler des filtres que l'on a trouvés. On va pouvoir conseiller des filtres à ses collègues. Donc, on va pouvoir travailler sur des compétences linguistiques aussi assez variées au travers des filtres qu'on peut utiliser sur le téléphone. Tout cela dans la bonne humeur et au travers de l'humour aussi que représentent ces filtres sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être, par exemple, des compétences linguistiques de quel est le meilleur filtre à utiliser pour faire un choix. Ça peut être l'expression du conseil, l'expression de l'opinion, j'aime, je déteste, je te conseille ce filtre-là ou je te déconseille celui-ci. Effectivement, ça peut être une bonne manière dans la bonne humeur, encore une fois, d'utiliser de manière détournée des compétences linguistiques à travers le téléphone portable. Une question qu'on peut se poser avec le téléphone portable aussi, c'est la question de la bienséance, c'est-à-dire à travers la photo, à travers le selfie que l'on va pouvoir faire, quelle photo est adaptée à un contexte en particulier. Vous avez ici un extrait d'édito A2 où on va se poser la question dans un document de compréhension écrite, quelle photo pour vos profils ? Quelle photo on va mettre sur des comptes professionnels comme LinkedIn par exemple? Quelle photo on va mettre sur un site de rencontre? Quelle photo on va mettre sur Instagram? Quelle photo on va mettre sur Facebook? Quelle photo on va mettre sur TikTok, par exemple? Donc, on va se poser des questions et ça va permettre aussi aux apprenants de créer des catégories et de pouvoir un petit peu créer une forme de taxinomie, c'est-à-dire une dénomination spécifique propre à chacun de ces réseaux sociaux, se poser la question déjà en tant qu'acteur social sur le rôle de la photo en fonction des différents réseaux sociaux, mais aussi de réfléchir un petit peu plus avant et linguistiquement parlant à la description d'une vidéo, en faisant par exemple un grand test dans la classe, en disant aux apprenants est-ce que vous pensez que cette photo est appropriée pour un réseau professionnel? Est-ce que vous pensez que cette photo correspond bien au réseau social Instagram, par exemple? Donc, on peut faire aussi des sondages à travers ces photos, faire voter les apprenants entre eux sur les photos qu'ils utilisent pour leurs propres réseaux sociaux. Et ça peut créer, encore une fois, une dynamique. Tout cela en utilisant son téléphone portable.
On peut se poser aussi des questions au niveau B1, notamment puisqu'on commence au niveau B1 à exprimer son opinion sur ce que représentent les réseaux sociaux pour nous. Vous avez ici un article qui nous pose une question assez importante sur la conception du bonheur ou de l'estime de soi et du bien-être à travers les téléphones portables et à travers les réseaux sociaux. Et cet article s'appelle « Plus je scrolle, plus je complexe ». Esther aimait se comparer aux profils sur TikTok. Aujourd'hui, elle a compris que certains profils mettent leur vie en scène. Elle témoigne. Donc ici, un article qui nous permet de réfléchir un peu plus avant, justement, à l'image que nous renvoient de nous-mêmes les réseaux sociaux. C'est aussi une question importante à se poser. Et puis, vous avez juste en dessous, justement, de cet article, une forme d'infographie sur TikTok qui nous donne des chiffres importants, une forme de compréhension écrite ici sous forme d'infographie. Les utilisateurs de TikTok passent plus de 850 minutes par mois sur l'application. La catégorie divertissement est la plus consultée sur TikTok. 9 utilisateurs de TikTok sur 10 utilisent l'application plusieurs fois par jour. TikTok est l'application de médias sociaux la plus bloquée par les parents. Donc effectivement, ça permet de se poser aussi des questions éthiques que de travailler sur cette question du téléphone portable et de pouvoir commencer à exprimer son opinion, peut-être mettre en place aussi dans la classe des débats à partir du niveau B1 sur sa propre utilisation des réseaux sociaux. Notamment ici un article de compréhension orale issu de la radio. Qui suis-je sur les réseaux sociaux ? On essaye ici dans cette compréhension orale de savoir quel est le moi idéal représenté sur les réseaux sociaux. On a envie de poster un moi idéal, nous dit ici la citation. C'est intéressant aussi de se poser toutes ces questions à travers le téléphone portable. Alors ça, c'était plutôt la question des réseaux sociaux, mais le téléphone portable n'est pas que réseau social, il est bien entendu aussi composé d'applications. Et moi, j'aime particulièrement les applications parce que quand on travaille avec les apprenants, on aime travailler avec des documents frais, des documents liés à l'actualité, des documents authentiques et des documents variés. L'intérêt des applications sur le téléphone portable, c'est que ces applications, ce sont des documents authentiques qui ont une particularité, c'est qu'ils sont dynamiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir impliquer les apprenants directement dans l'application. Ils vont pouvoir prendre part aux documents, notamment parce que dans les applications, il y a des formulaires d'inscription ou des formulaires à remplir avant d'appuyer sur le bouton « Envoyer ». Donc, c'est quelque part un petit peu participatif, une application sur un téléphone portable. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça en fait un document authentique, dynamique. Un exemple ici avec l'application seloger.com où on pourrait imaginer donner des cas pratiques et des études de cas à nos apprenants en les confrontant à, par exemple, trouvez-moi l'appartement le moins cher à côté de l'université à Lyon, ou trouvez-moi l'appartement le plus sympa à côté du parc de la Tête d'Or, ou trouver un appartement meublé le plus proche du Vieux-Lyon, c'est-à-dire donner à des groupes différents des objectifs spécifiques et leur demander de comparer un petit peu leur manière de procéder sur l'application, en sachant qu'il faut comprendre un minimum, effectivement, déjà le vocabulaire du logement. Vous avez ici louer, acheter, estimer dans les 3 onglets de l'application, et vous allez pouvoir vous confronter à des résultats et faire une sélection de résultats pour pouvoir ensuite faire votre restitution à la classe. Dans Édito A1, d'ailleurs, on vous donne une rubrique qui est nouvelle dans cette nouvelle édition d'Édito, qui s'appelle la rubrique Vie pratique. Et dans cette page Vie pratique, une unité sur 2, on vous donne des compétences pragmatiques. Ici, notamment, trouver un logement. Vous voyez qu'on a un extrait justement du site Se Loger, où on cherche un logement à Valence. Et puis, on explique aussi ce qu'est un justificatif de domicile et ce qu'est également l'APL, l'aide pour payer son logement, à la CAF, à la Caisse d'allocation familiale en France, tout simplement pour contextualiser aussi l'apprentissage de l'apprenant avec des compétences pragmatiques. Si l'apprenant souhaite venir étudier en France, par exemple, ça lui donne des éléments concrets pour s'immerger dans la vie quotidienne. Autre exemple d'application dynamique, bien sûr, le site de la SNCF Connect, où on va pouvoir faire rechercher dans l'unité ou la séquence pédagogique où vous travaillez sur les transports. Et évidemment, on peut les confronter à ce document dynamique qu'est l'application de la SNCF pour pouvoir justement aller chercher le parcours,
le moins cher, le voyage le moins cher entre Lyon et Paris, par exemple, en comparant les prix d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, et puis en cherchant des alternatives moins chères, en leur faisant découvrir aussi cette notion culturelle qu'est le covoiturage, par exemple, ou de choisir un trajet en bus. Peut-être de demander aussi à nos apprenants de choisir le trajet qui est le moins polluant parmi ces 3 propositions pour avoir une démarche d'acteur social, encore une fois, et d'acteur responsable dans la société. On peut utiliser aussi des applications que j'aime beaucoup, moi, sur les téléphones portables, mais aussi sur les ordinateurs, qui s'appellent les chatbots. Les chatbots comme celui-ci de TGV Inouï, c'est bot.tgvinouï.sncf. Et sur ce bot, donc un bot, vous savez peut-être ce que c'est un robot, en fait, une intelligence artificielle qui nous répond et qui va nous proposer des réponses déjà toutes prêtes, préparées à différentes typologies de questions. Donc, on va par exemple lui dire « j'ai oublié mon bagage » et l'ordinateur, le robot va nous proposer des solutions. J'ai loupé mon train, quel est le prochain par exemple? Quel est le trajet le plus court entre Lyon et Paris? L'application, vous retrouvez le nom juste en dessous, hein, donc n'hésitez pas, Aziza, à retrouver, c'est bot.tgvinouï.sncf et vous allez pouvoir justement favoriser la discussion instantanée de vos apprenants avec un robot. Ça pourrait fonctionner ici avec un bot. Il y a des bots pour beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui, sur leur site internet, proposent des chatbots, ce qu'on appelle des chatbots. Donc, vous pouvez en rechercher. Je peux le mettre directement dans le chat, justement, et préciser que vous pouvez rechercher directement dans un moteur de recherche les chatbots qui permettent de discuter avec des ordinateurs. Vous pouvez aussi discuter avec ChatGPT, tout simplement, qui est aussi une intelligence artificielle qui va vous donner des réponses à vos questions. Donc, c'est une bonne manière directement de favoriser l'autonomisation de vos apprenants, puisqu'ils vont gagner en confiance, bien évidemment. C'est une forme de production écrite où on s'achemine progressivement vers la production orale, puisqu'on vise l'autonomisation des apprenants qui sont peut-être les plus réservés et qui n'ont pas envie de prendre la parole. Eh bien, ils vont pouvoir s'exercer en amont à une interaction, mais cette fois-ci avec une machine. Donc, c'est une piste qu'on peut explorer aussi avec le téléphone portable. D'autres chatbots existent. Hein. Je prends l'exemple ici, puisque je suis à Paris aujourd'hui, l'exemple du chatbot de la RATP. C'est sur l'application de la RATP qui gère les métros parisiens et les bus parisiens, qui va pouvoir nous donner des renseignements sur des trajets alternatifs, des trajets plus courts, sur les bus en circulation, etc. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de la page Vie pratique, cette nouvelle rubrique qui existe au niveau A1 d'Édito. Vous retrouvez ici, par exemple, un extrait de la page Vie pratique qui parle justement de l'unité sur les transports avec un billet de TGV. Et puis, on vous parle aussi de transports alternatifs, bien entendu l'avion, mais aussi Blablacar et Blablabus, deux modes de transport différents pour aborder aussi la diversité des transports et peut-être sensibiliser déjà, via cette page Vie pratique, nos apprenants aux économies d'énergie, bien entendu, et à une consommation responsable des modes de transport. Quand on parle d'application, on peut aussi profiter de l'actualité. Et c'est quoi l'actualité d'une classe? Eh bien, c'est assez facile. C'est qu'il y a forcément, à un moment donné dans l'année, ou dans le semestre, ou dans la période de cours, c'est forcément l'anniversaire de quelqu'un à un moment donné. Et pour faire cet anniversaire, on peut utiliser des applications qui permettent de récolter de l'argent. Alors ça fonctionne plus facilement avec des adultes qu'avec des adolescents, puisque bien entendu, il faut que ces personnes aient des comptes en banque pour pouvoir déposer de l'argent sur ces cagnottes, sur ces cagnottes comme Litchi ici, ou le pot commun. Ici, dans Édito A1, on vous propose un extrait de la page du site litchi.com, qui est un site qui permet de créer une cagnotte pour récolter de l'argent, pour collecter de l'argent, pour participer, par exemple, à un projet de vacances, pour participer à un projet d'anniversaire et acheter un cadeau d'anniversaire à une personne et collecter plus facilement l'argent. Donc, pourquoi pas aussi utiliser son téléphone portable pour créer un projet commun, ou pourquoi pas créer une sortie scolaire aussi et récolter de l'argent via ce biais et utiliser une application francophone pour ce faire. Ça peut être aussi utiliser l'actualité. Vous voyez un autre exemple ici que je vous montre à l'écran. L'actualité, par exemple, du mois de février. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Vous avez ici une compréhension orale avec notamment des audios
qui sont des audios publiés sur une messagerie où on va pouvoir écouter les différentes propositions de cadeaux à faire pour la Saint-Valentin. On parlait d'acteur social dans le cadre européen tout à l'heure. Dans le cadre de l'acteur social et notamment des objectifs de développement durable, vous savez qu'aussi parmi ces objectifs, il y a consommer responsable. Pourquoi pas ne sensibiliser également nos apprenants à des applications qui favorisent la consommation responsable. C'est le cas d'applications comme Yuka, qu'on peut télécharger gratuitement sur son téléphone et qui permettent de scanner les aliments, scanner les codes barres dans les rayons des supermarchés et des hypermarchés, et de pouvoir voir quels sont les aliments qui sont meilleurs pour la santé, qui sont les moins toxiques ou qui sont les meilleurs marchés, les meilleurs rapports qualité-prix, par exemple. Donc, ça nous permet peut-être de faire des sortes de chasse au trésor, des sortes de course-poursuite, que d'utiliser aussi ce type d'application et de demander à nos apprenants de faire la recette de gâteau. On leur donne une recette de gâteau avec des ingrédients et on peut leur dire d'aller chercher les ingrédients qui sont les meilleurs marchés ou tout simplement qui ont le meilleur score, le meilleur Nutri-Score. En France, on parle de Nutri-Score, mais dans votre pays, il y a forcément aussi des catégorisations de typologie d'aliments. Les aliments qui sont meilleurs pour la santé, d'autres qui sont moins bons. Cette application permet aussi de faire peut-être des cas pratiques un petit peu spécifiques et pourquoi pas des chasses au trésor en quelque sorte. Dans Edito A1, on vous sensibilise d'ailleurs justement dans l'unité où on parle des aliments, on sensibilise les apprenants à la consommation d'aliments responsables et notamment d'aliments bio. Vous avez ici un extrait d'un site internet pour favoriser une compréhension écrite, un site internet où on vend bien entendu des produits alimentaires, mais où on favorise aussi les paniers bio et les produits bio. Autre application qui peut vous sembler intéressante aussi, vous le savez peut-être déjà parce que vous utilisez forcément les ouvrages des éditions Didier Fleu. Vous savez que sur nos ouvrages, nous n'avons plus de CD désormais, mais nous utilisons une application en ligne, une application web qui s'appelle didierfleu.app. Et cette application vous permet directement, en ouvrant votre appareil photo, de scanner les pages de votre livre, de votre cahier et d'accéder directement aux audios, aux vidéos, mais aussi à des exercices interactifs. Alors, on peut faire un test, je vais le faire avec vous. On va aller sur didierfleu.app et vous pouvez scanner la page de droite, qui est une page d'entraînement ici. Vous la voyez comme moi à l'écran, donc je vais scanner ma page. Voilà, et je vais me mettre en plus grand. Je vais essayer de me mettre en plus grand pour que vous puissiez me voir. Vous ne me voyez pas en plus grand, mais vous voyez peut-être mon écran. Voilà. Et vous voyez sur mon écran de téléphone qu'apparaissent plusieurs boutons. Ces boutons correspondent en réalité à des pistes audio. Donc, je peux cliquer sur ces différents boutons et je peux retrouver, comme vous le voyez à l'écran, il y a un petit pictogramme avec le téléphone portable. Je vais retrouver les pistes audio de chacun des éléments de cette page. Je vais pouvoir aussi réviser du vocabulaire parce que je vais pouvoir notamment écouter la version audio et pas seulement la version visuelle du vocabulaire, mais la version audio du vocabulaire. Comme ici, c'est le cas dans la collection Imagine, avec la page de vocabulaire sur les mois, les professions et les nombres. Je vais pouvoir aussi retrouver des activités de RFI français facile. C'est le cas au niveau B1, B2 et C1 d'édito. Nous avons un partenariat pour les niveaux B1, B2 et C1 d'édito avec RFI français facile. Et si je scanne cette page, je vais donc tomber directement sur un extrait de RFI Savoir, un extrait audio finalement de ces émissions de radio. Et je vais pouvoir retrouver exactement aussi de la même manière sur ce téléphone portable un exercice autocorrectif de compréhension orale. Donc ça, vous pouvez le tester, vous pouvez directement le faire à votre écran, scanner cette page et vous allez tomber ici sur l'atelier Rigologie où on a un texte qui défile et à mesure que le texte défile, on entend l'audio. Et bien entendu, c'est à la fois une compréhension écrite et orale que l'on propose ici avec l'exercice en ligne. Avec la communication essentielle du français, qui est un autre ouvrage des éditions Didier, vous allez pouvoir aussi au niveau A1 scanner les pages de la partie vocabulaire pour retrouver, comme vous le voyez à l'écran, des flashcards, des cartes images qui vous permettent de mémoriser à la fois visuellement le vocabulaire, mais aussi oralement avec la prononciation du mot. Et puis, nous avons un partenariat avec une
une entreprise, une start-up qui s'appelle Big Up. Les éditions Didier, depuis cette année, sont en partenariat avec Big Up. Il y a d'ailleurs un webinaire la semaine prochaine. Peut-être que Julie, qui est dans la salle, peut nous partager le lien de ce webinaire qui a lieu mercredi prochain à 17h, heure de Paris. Et cette application, c'est une application qui va vous permettre de favoriser l'interaction en classe de FLE, mais en dehors de la classe. Vous avez peut-être toujours rêvé de mettre en correspondance vos apprenants pour qu'ils discutent les uns et les autres entre différents pays, entre différentes classes de différents pays. Eh bien, merci Julie pour le partage de l'événement de mercredi prochain. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous pourrez vous inscrire pour cet événement qui a lieu mercredi. Vous en saurez plus, puisqu'il y a la créatrice de l'application qui sera présente et qui sera interviewée par Stéphane, le directeur des éditions Didier FLE. Et je vous propose tout de suite, pour découvrir très rapidement cette application, de découvrir une petite vidéo. Alors, vous l'avez compris, c'est une application qu'on peut retrouver directement sur le site bigup.com. N'allez pas sur Google Play ou sur les applications Apple. Vous pouvez le retrouver directement sur un site et bien sûr intégrer ce site directement comme une icône d'application sur votre écran d'accueil de téléphone portable. Avec cette application, vous avez compris que vous pouvez entrer en interaction avec d'autres professeurs pour créer aussi des interactions entre vos élèves. Sur cette plateforme BigUp, vous allez aussi retrouver du contenu pédagogique. Vous avez compris que vous y avez aussi des documents authentiques. Et les éditions Didier ont mis également à disposition sur BigUp des exercices interactifs, des collections Imagine pour les adolescents et de nouvelles générations pour les grands adolescents. Cette application est payante, il y a un abonnement. Vous pourrez retrouver toutes les informations directement sur bigup.com. C'est une application qui est partenaire des éditions Didier, mais qui est à part des éditions Didier. Donc, quand vous achetez un livre, vous n'avez pas forcément accès à cette application. Ce sont deux choses séparées, différentes. Bien sûr, nous sommes en partenariat, évidemment. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Ça se passe sur bigup.com pour en savoir plus.
Alors, on peut aussi utiliser des jeux avec le téléphone portable. Moi, j'aime bien jouer. Peut-être que vous avez déjà vu un précédent webinaire où je vous parle de ces jeux. Moi, j'adore les jeux de construction. Je suis très fan des Lego. J'utilise beaucoup les applications comme SimCity Built It ou Designer City, qui sont des applications qu'on pourrait tout à fait utiliser avec des apprenants de niveau A1 jusqu'au niveau C1, par exemple. Je suis un grand fan aussi des simulations globales en classe de FLE, le cirque, le village, l'immeuble, l'entreprise. Je les ai déjà pas mal testées avec des apprenants. Eh bien, ces applications de jeu sont en quelque sorte euh, des grandes applications de simulation globale qui vont donner une sorte de fil conducteur à notre semestre, à notre période de cours, à notre séquence pédagogique. On va pouvoir, par exemple, comme vous le voyez à l'écran, construire des villes sur ces jeux. Chaque apprenant peut construire sa propre ville et on va pouvoir créer des projets au travers de ce jeu, un peu comme un fil conducteur. Donc, on va pouvoir construire une ville qui va être plus grande, qui va avoir de nombreux habitants, qui va avoir des problèmes de production industrielle, qui va avoir des problèmes écologiques, peut-être parfois des problèmes aussi d'accès à l'eau, des problèmes de sécurité, manque de pompiers, par exemple, qui peut avoir aussi des problèmes de transport, des bouchons, donc il faut créer des transports en commun. Donc, on va se retrouver confronté dans ces jeux à des réalités de gestion de mer, quelque part, de gestion de municipalité. Et on va pouvoir, là-dessus, greffer à des projets, bien entendu, linguistiques, socioculturels. Ces applications de jeux sont gratuites. On peut les utiliser de manière gratuite, bien entendu de manière payante aussi, mais l'utiliser en classe de manière gratuite suffit tout à fait. Et on peut imaginer des activités segmentées par niveau. Par exemple, on pourrait créer pour les niveaux A1 des activités comme indiquer le nombre d'habitants de sa ville et comparer ce nombre d'habitants aux autres villes de ses collègues, décrire le paysage de sa ville, la mer, la montagne, les fleuves, les déserts, s'il y a un désert, décrire sa ville, les types de bâtiments, les réseaux routiers, les transports, les installations de loisirs. Au niveau A2, on peut passer un cran au-dessus. À partir de ce même jeu, on peut raconter comment on a construit un quartier. On peut comparer sa ville avec celle des autres participants de la classe. On peut exprimer la plainte de ses habitants et proposer des solutions, puisque dans le jeu, justement, les habitants vont se plaindre ou être au contraire contents de ce qui a été fait dans la ville. Au niveau B1, on peut commencer peut-être à créer dans la classe un concours de la ville la plus éco-responsable, où on peut présenter une campagne de travaux et un projet d'urbanisation. Au niveau B2C1, on peut acheter des produits aux autres joueurs et négocier, puisque dans votre ville, vous allez produire, vous allez avoir des usines. Donc, on peut produire des produits et les vendre à d'autres villes. Donc, on peut aussi travailler les compétences de négociation en classe. On peut aussi expliquer sa stratégie de développement, d'expansion de la ville. Et pourquoi pas, puisqu'on est maire de sa ville en tant que joueur dans ces jeux, on peut faire campagne en tant que maire de la ville virtuelle. Donc, tous ces jeux sont intéressants parce qu'ils permettent d'avoir une sorte de fil conducteur auquel on peut se rattacher à un moment donné pour faire un jeu, s'amuser à jouer un petit peu, laisser les apprenants jouer chez eux à ce jeu et les laisser verbaliser en français toutes les actions qu'ils vont mener au travers de ce jeu. Autre élément important quand on utilise un téléphone portable, c'est aussi, on en parlait tout à l'heure, le fait qu'on ne forme pas seulement des apprenants, mais des acteurs sociaux, d'où l'importance de les sensibiliser aussi à l'éthique que représente le téléphone portable. Peut-être acheter le téléphone le plus éco-responsable, celui qui pollue le moins la planète. Peut-être aussi sensibiliser au fait qu'il ne faille pas en acheter un portable tous les ans, acheter le portable dernier cri, puisque acheter un nouveau portable, bien sûr, ça pollue la planète aussi. Mais aussi, ça peut être des choses beaucoup plus simples pour sensibiliser à l'éthique. Comme par exemple, ici, on vous propose un article dans Édito A2, connaissez-vous les bonnes manières numériques? Ne pas taguer quelqu'un sans demander, poster sur les réseaux une seule fois par jour, ne pas divulgacher, ne pas spoiler, comme on dit aussi en franglais, ne pas trop se hâter non plus sur les réseaux sociaux pour éviter les problèmes. Voilà. Une compréhension orale aussi qu'on vous propose également au niveau édito A2, avec des messages professionnels polis pour pouvoir justement favoriser la bonne compréhension et la bonne intercompréhension via les réseaux sociaux ou même via les emails. Souvent, on a tendance à gommer un peu ces civilités que représentent les formules de politesse dans la discussion sur Internet. Comment on peut justement faire en sorte que sensibiliser les apprenants à remettre les éléments en évidence et en place à travers des messages professionnels et polis. Mais on peut aussi utiliser des outils comme
ChatGPT. Alors, je sais que ChatGPT, ça fait peur à certains enseignants parce que c'est derrière cet outil une forme de difficulté rencontrée par les enseignants qui vont se confronter à des productions écrites des apprenants qui sont des productions écrites non pas réalisées par les apprenants eux-mêmes, mais qui vont être promptées, comme on dit, qui vont être promptées par les apprenants sur ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles. Et c'est en réalité une intelligence artificielle qui va avoir généré du texte plutôt que l'apprenant lui-même. Ici, vous voyez, je vous donne un exemple. Rédige une carte postale depuis Brasilia pour mon ami à Paris. Alors, je pourrais lui dire, comme si j'étais un apprenant de niveau 1, je pourrais préciser. Mais vous voyez ici qu'il m'a fait une carte postale assez longue, donc il faudrait que je prompte un petit peu plus précisément ChatGPT pour qu'il me produise un texte qui ne soit pas trop suspect pour mon enseignant, parce qu'ici, effectivement, c'est un texte sans faute et un texte qui dépasse un petit peu le cadre simple du niveau 1, peut-être. On peut aussi, de manière tout simplement logique, utiliser clairement avec les apprenants ChatGPT en classe et leur montrer ce que peut produire ChatGPT. Ça ne vous interdit pas de sensibiliser vos apprenants au fait qu'il faille intervenir sur l'outil. L'outil ne produit que des choses mécaniques, que des choses qui vont être un petit peu bien formées, mais peut-être un petit peu aseptisées. Comment on peut utiliser ChatGPT en tant qu'apprenant pour se le réapproprier et travailler des exemples qui soient beaucoup plus personnels. Moi, j'aurais tendance à vous dire, plutôt que d'interdire ChatGPT dans vos classes, pourquoi ne pas l'autoriser? Pourquoi vous-même ne pas l'utiliser devant vos apprenants et leur montrer comment ils peuvent eux-mêmes utiliser une structure qui est produite par l'intelligence artificielle et comment, avec cette structure, ils vont pouvoir la ressaisir et pouvoir utiliser leurs propres exemples, leur propre vécu et verbaliser en français leur propre vécu à travers la structure globale qui a été donnée par ChatGPT. Ce qui est intéressant dans l'exemple de carte postale qui est donné ici dans ChatGPT, c'est que ChatGPT, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas forcément le texte qu'il a créé. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a trouvé la structure globale, c'est-à-dire la rhétorique globale d'une carte postale. Donc, je vais peut-être pouvoir m'en inspirer. Je peux demander à mes apprenants, voyez ici un exemple, je fais un prompt, je montre ici l'exemple de carte postale produite par l'intelligence artificielle et je vais demander à mes apprenants de paraphraser. Je vais demander à mes apprenants d'imiter ce qu'a produit l'intelligence artificielle en m'appropriant quelque part la syntaxe globale, la rhétorique globale de la carte postale pour pouvoir produire ma propre carte postale. Donc c'est là que c'est intéressant aussi. Vous voyez que vous avez un petit bouton en bas de la production faite par ChatGPT qui s'appelle Regenerate, où on va pouvoir générer plusieurs typologies de cartes postales, plusieurs réponses à ma question, plusieurs réponses à mon prompt, qui vont aussi me permettre de générer plusieurs exemples dont mes apprenants vont pouvoir se ressaisir pour copier le modèle, copier la structure globale de la carte postale et fabriquer leur propre carte postale. Autre exemple aussi, ici, d'utilisation de ChatGPT, ça peut être un outil pour vous, enseignants, qui est un outil qui va vous permettre de créer une méga salle des profs, par exemple, d'entrer en discussion avec un collègue qui n'est pas vraiment un collègue, puisque c'est un robot. Mais ici, j'ai demandé à ChatGPT de me donner des idées pour utiliser ChatGPT en classe en français langue étrangère. Et il me dit, ChatGPT peut être une excellente façon d'encourager l'apprentissage, d'améliorer la compétence en langue et de rendre les cours plus interactifs et engageants. Bon, il se flatte un petit peu tout seul, ChatGPT, mais voilà ce qu'il me dit. Il me dit que ChatGPT peut favoriser la conversation et la pratique des langues. Les élèves peuvent s'exercer à dialoguer avec ChatGPT. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec un chatbot. On peut dialoguer avec ChatGPT en français. Donc, ça permet aussi d'entretenir une discussion, une interaction du moins avec une machine. C'est déjà pas mal pour aussi inciter les élèves qui sont plus réservés à entrer dans la conversation. On peut créer des scénarios de conversation, des rôles ou des simulations et des situations réelles pour les élèves. Donc, ça peut être inspirant pour vous, enseignants, pour vous demander à la machine de créer des situations spécifiques. On peut aussi utiliser ChatGPT pour corriger grammaticalement et stylistiquement ces productions écrites. Et puis aussi, pourquoi pas, pour enrichir son vocabulaire. Ici, on peut demander à ChatGPT, je lui ai demandé de créer pour moi un exercice sur le passé composé avec être pour un apprenant de niveau A2. Et il me propose à la fois ici l'exercice avec les trous et le corriger juste en dessous. Ça, c'est intéressant d'utiliser ChatGPT parce que ça va vous permettre aussi en tant qu'enseignant, alors à vérifier quand même parce que ce n'est pas toujours très, très fiable encore,
Mais ça peut permettre de créer des batteries d'exercices supplémentaires pour des exercices, pour les élèves notamment et les apprenants qui vont être en difficulté sur un sujet spécifique. Vous avez déjà épuisé tous les exercices du livre, tous les exercices du cahier, tous les exercices qui étaient à votre connaissance. Vous pouvez, pourquoi pas, aussi utiliser ChatGPT pour créer d'autres typologies d'exercices qui vont être spécifiques à un besoin d'un apprenant, avec du vocabulaire spécifique d'un apprenant. Mais utiliser le téléphone portable, c'est sensibiliser à plein d'autres choses aussi liées à l'éthique et à l'utilisation du téléphone portable. On en a parlé rapidement à l'introduction, notamment le besoin de déconnexion. On a besoin de créer dans la classe des moments de déconnexion. Donc, bien entendu, si je vous parle du téléphone portable en classe, ce n'est pas pour l'utiliser H24, du début jusqu'à la fin du cours. Utiliser le téléphone portable en classe, ça se fait bien sûr avec parcimonie, en ménageant dans la classe des moments de déconnexion. Vous avez ici un extrait d'édito avec une compréhension audiovisuelle sur le besoin de décrocher, ou au contraire, une compréhension orale ici avec jamais sur mon portable, une personne qui nous dit l'inverse, ce qui nous permet de comparer ces deux documents, de faire une synthèse des deux opinions entre le besoin de décrocher et ceux qui ne veulent jamais lâcher leur portable. Besoin d'une digital detox. Ici, un article de presse issu d'Avantage qui nous permet en 5 points de comprendre pourquoi on a tous besoin d'une déconnexion et d'une digital detox. Et puis, dans cette même page d'édito B2, en direct de RFI, avec une compréhension radio de l'addiction aux écrans, justement, pour sensibiliser nos apprenants. Et puis, on parlait de ChatGPT. On ne peut pas parler de ChatGPT sans se poser la question et l'éternelle question qui est actuellement partout dans la presse. Serons-nous remplacés par l'intelligence artificielle, avec ici une compréhension audiovisuelle, une vidéo qui nous propose un exercice ici en 2 visionnages pour comprendre les deux temps forts de la vidéo avec de la compréhension orale, bien entendu. À partir de cette compréhension orale, on va vous proposer 2 productions. Une production orale, c'est pas l'outil qui va faire l'emploi, c'est l'usage qu'on en fait. Selon vous, que veut dire ici Pierre-Julien Grisel? Donc, c'est un débat que l'on propose ici sur l'intelligence artificielle. Et puis, une production écrite. Utilisez-vous souvent les applications de géolocalisation et de reconnaissance vocale? Sont-elles essentielles dans votre quotidien? Ont-elles fondamentalement changé vos habitudes? Et puis, quand on parle de téléphone portable, on parle aussi des réseaux sociaux, de tout ce qui va avec. Et si on mélange tout ça avec l'intelligence artificielle qui produit et des textes un petit peu biaisés et des images totalement trafiquées, eh bien, on ne peut pas ne pas parler des fake news. Ici, un article issu de France Culture, encore une fois, dans notre méthode édito, nouvelle édition, où on va parler des fake news qui ne sont pas un phénomène nouveau et on essaye de montrer ici, de démontrer dans cet article, à travers cette compréhension écrite, que ces fake news viennent en réalité du plus lointain des âges. Elles ont toujours existé comme les rumeurs, mais qu'est-ce qui fabrique justement le côté viral de ces fake news? Donc se poser toutes ces questions est intéressante aussi pour former non seulement des apprenants, mais aussi des acteurs sociaux. Georgios nous dit attention à l'intelligence artificielle. Effectivement, l'intelligence artificielle ne comprend pas ce qu'est le niveau du cadre européen. Effectivement, pour l'avoir testé, je l'ai déjà fait. Effectivement, quand on demande un exercice de niveau A2, l'intelligence artificielle ne comprend pas. Donc, c'est important parfois aussi d'alimenter l'intelligence artificielle en disant les mots, le lexique qu'on veut utiliser dans l'exercice pour cantonner une production écrite ou cantonner une génération et un prompt à certains éléments de lexique. Parce que la machine ne connaît pas tous les prérogatives stylistiques, linguistiques, les compétences pragmatiques et même socioculturelles liées à un niveau de cadre européen. Merci Georges pour cette remarque, effectivement. Et Madeleine confirme en disant d'où le besoin de développer l'esprit critique. Et c'est effectivement la dernière partie de ma présentation où je vous parle notamment des fake news, du besoin de recul sur la déconnexion, l'intelligence artificielle. On forme encore une fois des acteurs sociaux. On ne forme pas nos apprenants à utiliser ChatGPT, mais aussi à savoir l'utiliser intelligemment et à prendre du recul par rapport à un outil. L'outil ne fait pas tout. Bien sûr, l'esprit critique est important dans nos classes de FLE. Alors, en guise de conclusion et d'ouverture, on peut peut-être revenir sur tout ce qu'on a abordé déjà. Vous avez vu que les outils
proposés avec le téléphone portable permettent de favoriser la classe inversée, la différenciation, parce qu'on va pouvoir apporter, notamment avec ChatGPT, mais aussi avec des exercices en ligne spécifiques à nos méthodes aux éditions Didier Fleu, des exercices supplémentaires pour nos apprenants, pour faire de la différenciation, faire du rattrapage pour les élèves qui sont en retard, par exemple. On va pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour favoriser l'interaction en classe et prioriser les productions. On va pouvoir jouer à des jeux en ligne pour motiver les apprenants et être en pédagogie de projet. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un projet de création de ville. Là, on est dans une pédagogie de projet, une sorte de simulation globale qui va être un fil conducteur à toute votre séquence pédagogique ou à plusieurs séquences pédagogiques. On va pouvoir découvrir des documents authentiques et s'immerger dans la culture francophone. Vous l'avez compris tout à l'heure, bien évidemment, au travers des articles, des documents RFI aussi, dont je vous ai parlé, extraits de notre méthode édito. On va pouvoir collaborer en classe et impliquer les plus réservés. Vous vous souvenez que j'ai mis l'accent sur les chatbots qui sont un bon moyen aussi de favoriser l'interaction pour les élèves les plus réservés. Et puis, on va pouvoir aussi, et c'est un vœu pieux, réduire les inégalités d'apprentissage en favorisant la différenciation pédagogique, parce qu'effectivement, le téléphone portable est en quelque sorte le pied d'égalité de tout le monde. Tout le monde sait utiliser un téléphone portable, donc c'est une bonne manière aussi de favoriser l'entraide dans la classe. Parce que quand on ne sait pas faire un truc sur un téléphone portable, forcément, on est plus enclin à montrer comment faire à son collègue sur un téléphone portable que de montrer à son collègue comment faire sur un cahier d'exercice. Donc l'entraide, c'est un peu plus facile lié à cet outil qu'est le téléphone portable qu'avec d'autres typologies d'outils pédagogiques. Mais comme vous le voyez ici, avec cette image qui est à l'écran, il y a des dérives, il y a des limites à l'utilisation du téléphone portable en classe. Vous voyez d'ailleurs un élève sur cette image qui, en douce, sous son bureau, utilise son téléphone portable qui potentiellement est interdit dans la classe, ici, en l'occurrence, lorsque le professeur a le dos tourné. Alors, à votre avis, quelles sont, selon vous, les limites et les règles à mettre en place ? Peut-être que vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Moi, j'aurais tendance à vous dire qu'il y en a 3 des limites, mais il y a des solutions à ces limites. La première limite, c'est l'atteinte à la vie privée et à l'image quand on utilise un téléphone portable. Ça, c'est important. Alors, on a aussi d'autres éléments importants qui peuvent être des limites par l'utilisation du téléphone portable. C'est la perte de contrôle pédagogique, exactement ce qu'on voit justement sur cette image, avec un élève qui va en douce vérifier son téléphone portable ou s'amuser sur son téléphone portable. Et puis, on a un troisième élément, une troisième limite, un troisième risque, qui est la perte de l'attention des apprenants, parce que quand ils prennent leur téléphone portable, même si on les met en situation pédagogique avec une application francophone, par exemple, on n'a aucun contrôle sur le fait qu'ils puissent aller peut-être sur TikTok ou sur une autre application, sur un jeu, par exemple. Alors, en cas de risque d'atteinte à la vie privée et à l'image, bien entendu, le plus important, c'est de demander l'autorisation aux apprenants et aux parents dans le cadre d'apprenants qui sont mineurs pour une bonne utilisation des photos. Notamment, on parlait tout à l'heure de faire des photos, de faire des selfies, d'utiliser des filtres pour s'amuser en classe. Effectivement, tout ça, c'est lié, bien entendu, à l'image, au droit à l'image. Donc, il faut s'assurer que tout le monde est d'accord et consentant pour travailler sur cette typologie d'exercice. Et pourquoi pas, et c'est ce que j'aurais tendance à vous dire aussi, écrire ensemble une charte d'utilisation en classe. Ne pas l'écrire en tant que professeur et l'afficher comme une règle immuable écrite au mur et écrite au tableau, mais peut-être inciter les apprenants, après avoir utilisé le téléphone portable en classe sur plusieurs typologies d'exercices, les faire réfléchir à ce qu'il est bon de faire avec un téléphone portable et ce qu'il est mauvais de faire avec un téléphone portable en classe, et leur faire rédiger de manière collaborative une charte d'utilisation en classe du téléphone portable, un peu comme un méga tableau, une méga arborescence, pourquoi pas une carte mentale aussi des bonnes pratiques de l'utilisation du téléphone portable. En cas de perte de contrôle pédagogique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut aussi donner des consignes plus claires. Attention, quand on utilise le téléphone portable, à avoir des consignes qui soient faciles, les plus simples possibles. Un objectif, pas plus,
pour une activité. On ne cherche pas à évaluer toutes les compétences d'une unité en utilisant le téléphone portable. On va essayer peut-être de faire quelque chose de très spécifique. On va viser une compétence à la fois pragmatique, mais surtout une compétence linguistique à utiliser. Donc, définir des consignes claires, ça passe notamment par la technique SMART, avec des consignes spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définies. Ça passe aussi par la valorisation des productions des apprenants. Bien entendu, si vous avez un réseau social dans votre école, pourquoi pas prendre les productions des apprenants, les photos qu'ils ont réalisées, les vidéos qu'ils ont réalisées, les interviews qu'ils ont réalisées avec leur téléphone portable et les valoriser directement. Ça peut être des affiches qu'ils ont créées aussi via Canva sur téléphone portable aussi, et valoriser ces productions en français. En cas de perte de l'attention des apprenants, important aussi, on le disait tout à l'heure, de favoriser l'alternance numérique papier et surtout de créer des moments zen de déconnexion. Le téléphone portable, c'est un outil intéressant pour motiver, pour remotiver les apprenants, pour créer du jeu, pour créer du ludique en classe, pour recréer l'attention des apprenants, mais ce n'est pas l'outil qui fait tout le travail, c'est aussi la consigne qui va faire le travail et les moments de déconnexion, cette fameuse respiration qu'on va créer dans la classe entre une période numérique et période analogique avec le papier. Voilà pour ce webinaire. J'espère que ça vous a apporté quelques idées pratiques, peut-être quelques idées pour prendre du recul sur vos propres pratiques en classe. N'hésitez pas à consulter toutes nos nouveautés qui sont, comme je le disais tout à l'heure, en lien avec une application qui s'appelle didierfleu.app qui permet de retrouver les audios, les vidéos, mais aussi des exercices interactifs, notamment sur Edito avec RFI. Donc j'espère que tout ça pourra vous inspirer. Parmi nos nouveautés en 2024, vous savez peut-être que Edito C1 sortira au mois de juillet dans sa nouvelle édition, mais on sort également un nouveau niveau de la collection Nouvelle Génération pour les grands adolescents, c'est le niveau B2 qui sera prochainement disponible. Et puis vous avez également disponible dans la collection Passe-Passe à partir du mois de juin les mini Passe-Passe pour les 4-5 ans et les 5-6 ans. Parmi les nouveautés, je ne parle pas de toutes les nouveautés, vous pourrez les découvrir bien entendu en feuilletant notre catalogue. Tout ça, ça se passe sur didierfleu.com. Vous pouvez feuilleter des extraits de toutes ces collections et de toutes ces nouveautés à mesure de leur parution. Et je vous rappelle qu'en tant qu'enseignant, vous pouvez aussi télécharger gratuitement les guides pédagogiques sur ce même site. Des guides pédagogiques qui sont des ressources importantes pour vous, enseignants, parce que vous allez y retrouver bien entendu des bonnes pratiques de classe, des pratiques de prolongement, de différenciation pédagogique, mais aussi des grilles d'évaluation et aussi des jeux. Si vous souhaitez acheter nos ouvrages, ça se passe sur didierfleu.com. Vous pourrez retrouver sur la page point de vente tous nos partenaires dans le monde entier qui proposent nos ouvrages à la vente dans leur librairie. Si vous souhaitez acheter un ouvrage numérique, ça se passe sur eboutique.didierfleu.com. Vous allez pouvoir y retrouver notamment l'achat de codes d'activation numérique pour notre plateforme Educadoc. Et si vous avez besoin de renseignements, on a une équipe au complet qui se fera un plaisir de répondre à vos questions sur didierfleu.com/contact au pluriel. Vous sélectionnez votre pays et vous allez pouvoir rentrer en contact avec le délégué pédagogique et commercial qui correspond à votre pays. Et si vous avez aimé ce webinaire, j'espère qu'il vous a inspiré. A priori, oui. Merci pour vos commentaires d'ailleurs. Vous pouvez retrouver bien entendu d'autres webinaires gratuits que vous pouvez sélectionner par collection des éditions Didier Fleu ou par mots-clés. Et vous pourrez les retrouver sur diffuseurdusavoir.com, diffuseur au pluriel. C'était un plaisir d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et n'hésitez pas à vous abonner à notre lettre d'information sur didierfleu.com pour bien entendu être informé des prochains événements et de nos prochaines parutions. Au plaisir de vous revoir prochainement et à bientôt.